Si cela fait quelques années que vous êtes meneur ou meneuse de parties de jeux de rôle, il y a fort à parier que vous ayez déjà eu des moments où vos joueurs aient dit une phrase qui chamboule toute votre manière de penser sur vos parties. Je viens d'en avoir une et j'aimerais qu'on en parle. Je suis pas trop l'habitude, mais oui, j'avais cette impression aussi là, du coup, vu qu'il y avait pas trop de règles qui nous imposaient des choses, par exemple pour tes pouvoirs toi à l'ISAE, du coup ça permettait au MJ de moduler un peu nos résultats en fonction, enfin pour nous aider ou pour ou inversement, du coup ça faisait, enfin, j'avais l'impression qu'on pouvait un peu choisir de nous-mêmes qu'est-ce qu'on pouvait faire et tout, et des fois j'avais l'impression que c'était un peu peut-être un peu trop facile du coup, parce qu'en fonction de dans quelle situation on était, tu pouvais interpréter nos jets de dés ou nos réactions d'une certaine façon en fonction de la galère dans laquelle on était. Voilà la phrase en question, celle qui m'a fait beaucoup me poser de questions sur la manière dont je traite les tests et leur valeur au sein d'un jeu de rôle, qui fait se poser la question de, au final, qu'est-ce que c'est qu'un test et pourquoi est-ce que, dans les approches classiques du jeu de rôle, le meneur de jeu a une légitimité à les demander, à les exécuter et à en interpréter le résultat. Et surtout, est-ce que c'est sa tâche? Au cours de mes recherches, j'ai pu croiser pas mal de références à ce qu'on appelle les jeux sans meneur ou meneuse. Donc autrement dit, des jeux où bien la narration est le plus souvent partagée entre les différentes personnes autour de la tablée et elles font évoluer l'histoire d'un commun accord ou désaccord. Le fait est que ici je ne vais pas parler de ces initiatives-là. Cela mériterait une vidéo complète à part. Ici je vais me placer dans la situation sur laquelle je suis plus à même de parler car c'est celle que je pratique le plus. La situation où vous avez un meneur ou une meneuse qui se trouve avec un groupe de joueurs et de joueuses qui va être en interaction, qui va raconter un petit peu l'histoire de cet univers au fur et à mesure de cette description, qui va permettre de poser un cadre et dans lequel il va y avoir un certain nombre d'interactions de la part des joueurs et joueuses qui vont se traduire possiblement par de l'aléatoire, mais par une description de la part d'une tierce personne du résultat de l'action. Le fait est que cette notion de tierce personne, en fait, on s'aperçoit très vite qu'elle n'est pas souvent respectée. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien certes, lorsque ça va être un joueur ou une joueuse qui va effectuer un jet de dés, par exemple, que le résultat va être interprété, ça va être une tierce personne, ça va être effectivement quelqu'un qui n'est pas le joueur, la joueuse qui vient de lancer le jet, qui interprète celui-ci. Pour autant, dans le sens inverse, lorsque, par exemple, votre superbe monstre avec sa massue est en train d'asséner un coup envers ce pauvre joueur qui va bientôt finir écrasé, ce n'est pas le joueur qui interprète le gourdin qui est en train de lui écraser la face, c'est bien le meneur ou la meneuse. Et là, ce n'est pas tierce personne, là il y a conflit d'intérêt. La manière dont je fonctionne est la manière un peu traditionnelle, même si je fais quelque chose qui est très basé sur du narratif et qui découle très peu de règles que je pourrais placer ici ou là, par exemple, tel degré de réussite implique telle et telle action sur le déverrouillage d'une serrure. Tout ce que je fais, c'est je dis, il y a un palier de réussite, il y a un palier d'échec, et voilà, suivant la valeur que tu fais à ton test, il va se passer des choses bien ou pas bien pour toi. Je vais te demander un test afin de voir si tu arrives effectivement aussi bien que tu le souhaites à faire abstraction de la situation. Ça va être justement un test d'abstraction. Sa valeur de difficulté va être de 30. Et c'est donc une réussite. Tu arrives à simplement te relâcher suffisamment, faire abstraction de cette légère appréhension du fait que tout de même il y a quelqu'un en ces lieux. Tu arrives en fait à rationaliser en te disant que si c'est quelqu'un qui juste est venu allumer les bras zéro et poser quelques fleurs au pied de la statue, c'est que vraisemblablement ce n'est pas forcément quelqu'un de mal intentionné qui l'a fait. Sauf que le problème, c'est que à la fois je vais être la personne qui va énoncer quel est ce palier, je vais être également la personne qui va être garante de la validité du test, vérifier que le test a bien été fait, que combien est sa valeur, dire si c'est une réussite ou un échec. Et en dernier, je vais être celui qui va en donner les interprétations. Et ça, c'est peut-être le plus grave dans le lot. C'est-à-dire que je vais voir le résultat, et je vais être à dire, c'est un échec, il se passe telle chose horrible pour toi. Sauf que, pour le bien de mes joueurs, ou au contraire pas forcément, j'ai tendance à être un peu doux, dans le sens que j'aime les mettre face à des situations qui paraissent très compliquées, qui paraissent très difficiles à s'en sortir, mais pour autant que dans les résultats de mes jets, même si ce sont des échecs, les échecs ne sont pas trop graves. Il n'y a que très rarement des morts au sein de séances que je propose. J'ai beaucoup de mal à me dire que je vais agir physiquement à l'encontre d'un personnage d'un joueur. Et en conséquence, ça peut donner un peu ce sentiment de se dire, on peut agir un petit peu en toute impunité.
impunité, pas nous arriver grand chose, à moins que vraiment on dépasse les bornes et que donc dans ce cas-là, on se trouve à être un peu sanctionné. Quelle est ma légitimité, moi, en tant que meneur, de dire exactement ce qu'il se passe? Quand il y a un livre de règles pour nous épauler, pour nous dire que dans tel palier à tel palier, si jamais c'est un crochetage de serrure, il se passe telle action, le crochet se brise de telle manière, on ne fait qu'un rapport factuel d'une règle qui a été écrite quelque part et qui donc a été estimée comme étant juste. Si jamais on est dans la position, comme moi, d'un jeu de rôle qui est strictement très narratif, où il n'y a pas de gros manuel de règles qui vient nous dire dans cette situation-là, un jet est à interpréter de telle manière, bien, c'est la foire à la saucisse. Je veux dire, je peux me ramener et dire que, ah oui, effectivement, c'est un échec qui te perd un bras face à une même situation, avec un échec de même valeur, rien ne m'empêche de dire, ton bras est coupé, ou alors, juste tu t'écorches le bras. Est-ce que c'est réellement au meneur d'interpréter le jet, que ce serait pas aux autres joueurs, et même à ses compagnons? En fait, à questionner la légitimité et la place du meneur ou de la meneuse au sein de la tablée, ça soulève pléthore d'autres questions. Et c'est bien normal, parce que du coup, on peut se poser toutes les questions de répartition des tâches, préparation des séances, organisation de celles-ci, et comment est-ce qu'elles doivent être réparties autour de la tablée, et si même elles doivent l'être. Elles doivent incomber à une seule personne, car cela forme un cadre qui peut être un peu rassurant et simplifié pour certaines personnes, notamment des nouveaux joueurs, nouvelles joueuses, pas avoir énormément de travail à fournir en amont, avoir quelqu'un qui fait une passation de connaissances au final, que celle-ci soit sur des règles, ou bien même sur des systèmes d'univers, mais dans le même temps, cela met une surcharge sur une seule personne, et une personne qui peut se retrouver du coup à avoir beaucoup de pouvoir, étant donné qu'elle a beaucoup de choses à gérer, et qu'elle est en interaction avec plein de points différents du jeu. Là où une redistribution complète des choses permettrait de passer d'une hiérarchie pseudo-verticale à quelque chose au final de très horizontal. Chacun aurait un poids décisionnel, chacun aurait une pierre à apporter à l'édifice, et cela permettrait d'avoir une situation autour de la table où tout le monde soit égal, et où il n'y ait pas d'un côté un meneur, une meneuse, et de l'autre côté un groupe de joueurs, où ils ne soient pas spécialement en compétition, étant donné que malgré tout, le meneur, la meneuse se doit de raconter l'histoire, en plus de jouer peut-être les antagonistes au personnage. Seulement, malgré tout, pas au même niveau. Et je m'étais jamais dit que c'était un problème, pour la simple et bonne raison que j'ai à cœur que mes joueurs vivent des émotions au sein de la séance, et pas spécialement qu'ils aient ni à souffrir, ni au contraire à vivre dans un monde de bisounours. Ça participe au fait de raconter l'histoire, de dire que bon bah voilà, ceci est une réussite, ceci est un échec. Sauf qu'en fait, la question que je me suis toujours posée, c'est comment grader cette réussite ou cet échec, dire que bah voilà, tel niveau d'échec, ça correspond à telle gravité. Et j'ai jamais réfléchi à me dire, est-ce que je ne mettrais pas cette responsabilité en fait entre d'autres mains? Est-ce que mon rôle de meneur a vraiment vocation à tout contrôler au sein du monde? Car au final, l'aléatoire est ici juste un outil qui est présenté comme regardez, peut-être ça va mal se passer, mais bah en fait derrière de toute façon c'est la même personne qui vous décrit le monde, qui interprète comment cet aléatoire il se fait. C'est un petit peu du deux poids deux mesures. Et je vais répondre avec honnêteté, je sais pas du tout comment gérer ça. J'ai plusieurs idées, mais celle-ci impliquerait des gros changements autour de la table, et c'est des choses qui restent à tester. Aussi, la suite de cette vidéo va se vouloir un petit peu théorique et réflexive, mais ne va pas apporter de grandes solutions que vous allez pouvoir directement implémenter dans vos parties. Prenez ça comme des pistes de réflexion. La première à laquelle j'ai pensé, c'est de tout codifier. Au final, passer dans une situation où vous faites des paliers assez précis qui décrivent la gravité des choses. Par exemple, vous faites un palier sur les 2 derniers points de l'échec, ça va être une blessure physique grave, ça va être peut-être même potentiellement la mort, si jamais la situation est quelque chose qui s'y prête. Et ainsi de suite, et vous décrivez chaque tranche de niveau, histoire d'avoir quelque chose pour vous bétonner, auquel vous vous référez. Et donc dans ce cas-là, il y a une forme d'équité de traitement des jets. Un jet qui va potentiellement être dangereux pour la personne va être décrit comme tel au moment où elle va le faire, et si jamais il le fait et que celui-ci échoue, son personnage va subir des conséquences qui sont listées sur une grille qui est accessible par le joueur ou la joueuse. Une autre option, ça pourrait être de déplacer l'interprétation du jet, la dissocier, la donner à une autre personne. Ça pourrait être un autre meneur, une autre meneuse qui soit également au sein de la table. On est 2 personnes qui co-encadrent la séance et qui donc s'occupent de donner son avis sur cette partie-là. Et ne soit pas la personne qui ait les clés de l'histoire, mais bien une sorte d'arbitre au final autour de la table. La question que ça pose, c'est de savoir quels sont les autres rôles de cet arbitre. Parce que si son but est juste d'être avec un sifflet et un carton à donner des instructions aux joueurs, joueuses et meneurs-meneuses,
son rôle va être assez limité, et pour autant on est dans un jeu de rôle, tout le monde va s'amuser autour de la table. Donc une autre option, ça pourrait être de décaler cette tâche aux autres joueurs. Je dis bien aux autres, parce que oui, si jamais vous remettez dans les mains du joueur qui vient de faire le test, est-ce que ce test-là doit être bien bon ou pas pour son personnage? C'est un peu facile, ça permet de tourner des situations à l'avantage ou au désavantage, suivant ce que le joueur veut retranscrire. Mais pour autant, même si d'un point de vue game design, on sent que c'est pas forcément la bonne solution, bah c'est juste le penchant côté joueur de ce que nous, en tant que MJ, qui faisons vivre une expérience narrative un peu similaire à ce que je vous décris, est. Et ce qui reste dans tout ça, c'est donner cette tâche aux autres joueurs et joueuses autour de la table. Que ce soit eux qui décrivent les résultats du jet. Qu'ils fassent un petit peu office de personnes tierces, intermédiaires, un peu externes à l'histoire, impliquées tout de même, et voulant probablement voir leurs compagnons réussir, mais pour autant ayant également des intérêts dans l'histoire et pouvant être en conflit avec le personnage en question. Les nouvelles joueurs et joueuses sont peut-être les meilleures personnes avec lesquelles expérimenter des stratégies alternatives. Étant donné qu'elles n'auront pas le biais d'années et d'années de pratique, celles-ci pourront peut-être apporter un jugement un peu plus éclairé sur la manière dont celles-ci peuvent être mises en place. Déjà, en les consultant de prime abord sur la place qu'elles aimeraient avoir, ainsi que leurs préjugés sur le jeu de rôle en lui-même, afin d'avoir une petite cartographie mentale de ce à quoi la personne s'attend en face. Essayez de bousculer un petit peu certaines barrières, bien évidemment, tout en gardant certaines. Essayez malgré tout de simplifier l'expérience quand même pour quelqu'un qui entre dans le média. S'il y a un trop gros travail à faire en amont, par exemple, lire une centaine de pages d'histoire de l'univers afin de se mettre à jour et donc se mettre au niveau de la personne qui va raconter l'histoire, pas quelque chose d'envisageable pour quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle, quelqu'un qui aura plusieurs années d'expérience, si vous lui demandez ça, déjà il va grincer des dents. Mais en parallèle de ça, essayez de responsabiliser la personne que vous avez en face, parce que justement, c'est une personne au même titre que vous, en tant que meneur-meneuse, qui a peut-être un poids décisionnel à faire valoir au sein du jeu. Qu'il soit simplement consultatif, d'une manière d'interpréter des jets par exemple, si jamais les personnages se mettent à plusieurs pour décider de celui-ci, ou même directement exécutif, dans le sens que un joueur peut avoir la responsabilité d'interpréter un jet complètement, de dire de A à Z ce qui va se passer concrètement quand le coup d'épée va être porté et que, eh bien, on sera effectué une réussite face à un autre de ses camarades. Le problème, c'est qu'il faut réussir à instaurer ça dans un climat autour de la table. Il ne faut pas que, dans ce cas-là, les joueurs se dressent les uns contre les autres pour des interprétations de jets. Ce qui peut arriver, parce que il y a souvent cette image dans les jeux de rôle classiques que le meneur va être un petit peu une espèce de modérateur de la séance. Et donc, du coup, cette étiquette-là, il la prend pour lui. Et si il interprète un jet un petit peu mal, c'est pas grave, on va rattacher ça à son étiquette de modérateur. Au pire, on le remettra un peu en cause. Mais ce sera ciblé sur une personne. Ça ne fera pas de l'animosité entre des joueurs qui sont censés collaborer la plupart du temps. Attention toutefois, si on expérimente de telles choses, à bien mettre en place des mécaniques de sécurité. Ce que j'entends par là, c'est que il ne faut pas que, à l'issue d'une séance, des joueurs aient des griefs contre d'autres. Et par cela, eh bien déjà, il faut des débriefs, en amont comme en aval, de jauger le terrain, mais également la possibilité d'avoir des recours, plein milieu d'une partie, à un élément qui mette en pause la partie, qui permette d'expliquer les choses. Parce que justement, on sort du paradigme du maître du jeu qui soit un médiateur externe qui, eh bien, arbitre le monde avec une efficacité certes relative, mais autant d'un côté joueur que d'un côté un personnage non joueur. Là, on est sur des joueurs qui ont la main sur ce qui est en train de se passer et ce qui est en train d'arriver à leur propre compagnon d'armes. Une fausse solution intermédiaire, ce serait de se dire, bah, vu que de toute façon, on fait une expérience narrative, on va pas s'embêter avec des tests et on va purement et simplement les supprimer. Sauf que si on fait ça et qu'on garde tout de même un système un peu classique avec un meneur ou une meneuse, bien celui-ci va se retrouver avec tout le pouvoir décisionnel de dire si les actions réussissent ou ratent. Donc du coup, pas forcément une bonne chose dans laquelle sauter à pieds joints. Parce que au final, là, vos personnages auront vraiment l'impression d'être plus que des figurants et de n'avoir encore moins leur destin en main. Déjà que avec de l'aléatoire, ils ne l'ont pas, mais qu'ils s'en remettent à quelque chose de tiers pour déterminer si leur action réussit ou non. Là, vous aurez vraiment l'étiquette
l'étiquette du marionnettiste qui est en train de faire danser les personnages au bout de ficelle. Et c'est pas forcément la chose que vous avez envie de transmettre, étant donné que ça reste un jeu de rôle, donc il faut qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait une proposition de jeu qui soit apportée, et il faut que, il y ait un rôle qui puisse être incarné et pas simplement quelque chose qui soit vécu. On n'a pas envie de faire un film, en fait, quand on participe à un jeu de rôle. On a envie de vivre des émotions et on a envie de les faire procurer par ses actions. Là, il y a conflit d'intérêt. Et le problème, c'est que ce conflit d'intérêt, il peut passer très bien dans la plupart des cas, et à partir du moment où les tablées sont bienveillantes et que le meneur s'y met avec le maximum de bonne envie qu'il a, mais malgré tout, ça reste soumis à son interprétation, son humeur du moment, et c'est sujet à énormément de biais. Et certains diront c'est pas un problème, pour autant, dans mes débriefs, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois au fur et à mesure du temps. Des moments où je n'ai pas été, par exemple, assez incisif, où je n'ai pas fait vraiment ressentir un coup alors qu'il aurait dû vraiment beaucoup plus porter. Et si cette responsabilité-là, on la mettait dans d'autres mains, comment est-ce qu'elle s'exprimerait? Dans la même lignée que les propositions précédentes, en fait, on pourrait imaginer une espèce de passation aussi des tests. C'est-à-dire que si l'on propose de faire des tests pour les joueurs et que ceux-ci doivent se confronter à de l'aléatoire pour déterminer si leurs actions réussissent ou non, et que l'interprétation est faite par une tierce personne, à savoir du coup un meneur, une meneuse, on pourrait imaginer que lorsqu'il y a des actions à faire dans l'autre sens, et que le meneur ou la meneuse doivent, par exemple, incarner un monstre qui s'attaque au groupe d'aventuriers, ils fassent le lancer de dés, par exemple, si c'est la mécanique en place, que ce soit joueurs et joueuses qui interprètent le résultat de ce dé, afin de, au final, un petit peu rééquilibrer les éléments, sans que les joueurs n'aient exactement en tête le scénario, loin de là, ils n'ont pas à donner des éléments sur celui-ci, ça peut rester quelque chose qui soit la propriété du meneur ou de la meneuse. Ça peut être une manière de rééquilibrer qui soit proposée. On va prendre une situation d'exemple. Les personnages joueurs sont dans une enquête et ils viennent d'interroger avec brio un PNJ qui se trouvait là et qui a des informations capitales à leur révéler. Ils n'en savent pas la nature, étant donné que eux ne sont pas dans la tête de celui qui a écrit le scénario. Pour autant, on pourrait imaginer que le personnage non-joueur fasse un test de résistance à simplement tous les arguments que les joueurs ont avancés et qu'il échoue. On pourrait imaginer que les joueurs décident que, dans cette situation-là, effectivement, le PNJ va devoir donner tant d'informations, telle profondeur d'informations, sans qu'il sache exactement ce qu'il en est. Et ensuite, il faudrait juste que de l'autre côté de la barrière, le meneur, la meneuse, accepte de laisser cette responsabilité-là aux joueurs et joueuses afin de donner les informations en question. C'était quelque peu désordonné, mais c'était mes pensées sur le sujet et j'avais envie de vous les partager. Je suis en ce moment dans un processus de rédaction de plusieurs systèmes et j'essaie d'incorporer de telles notions au sein de celle-ci. Je vous informerai plus amplement dans des vidéos détaillées si jamais j'arrive à des choses concluantes. Si jamais vous avez vous-même des réflexions sur le sujet que vous souhaitez partager, sachez que vous pouvez totalement le faire en commentaire ou alors me contacter en privé. Je serai ravi de discuter de telles choses avec vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Taros et à la prochaine!